Regardons la carte du monde. Ici, nous voyons combien de personnes ont déjà été infectées par le VIH. Qu'est-ce que c'est? Le sida. Qui peut lire pour moi? Qui peut lire pour moi? 40 millions dans le monde. Est-ce que c'est peu? Non. Tournons-nous vers l'Europe de l'Ouest. 540 000. L'Afrique, 28,1 millions. Quel est donc ici le continent leader? Alors, l'Afrique. Depuis plus de 20 ans, l'Afrique mène un combat sans fin contre le sida, la plaie du XXe siècle. Pauvreté endémique, pénurie, chômage, manque de soins médicaux structurés, prostitution des mineurs et des enfants, tout cela et bien d'autres facteurs ont été déterminants dans la diffusion de la maladie. « 60% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Les filles doivent se prostituer pour acheter du pain pour leurs frères et sœurs. Il y a 3 familles ici, à côté de nous. Les 2 parents sont morts du sida. Les filles peuvent tomber enceintes et le taux d'avortement est, nous le savons, terrifiant. Il y a 1,5 million d'avortements chirurgicaux par an, sans compter ceux des arrière-cours. Je travaillais en tant que médecin obstétricienne et gynécologue lorsque SIDA est arrivé. La première réalité à laquelle nous avons été confrontés a été l'arrivée de beaucoup de malades que nous ne pouvions plus gérer dans les hôpitaux. J'ai vu tant de douleurs et tant de gens malades et mourir du sida que j'ai fini par réaliser que l'on pouvait prévenir cette maladie. J'ai participé à des campagnes d'information et de statistiques sur le mode de diffusion de la maladie, mais rien ne semblait changer. Les préservatifs allaient être la solution idéale à ce problème. De nombreux groupes industriels étant intéressés par leur distribution et les profits énormes qu'ils pouvaient en retirer. Nous avons demandé à des gens qui sont très forts sur les préservatifs ce qu'ils feraient s'ils étaient sur le point d'avoir des rapports sexuels. Une très belle femme, un très bel homme. Ils ont accepté d'avoir des rapports avec vous et juste avant d'entrer dans votre lit, ils vous disent « Au fait, j'ai le VIH. Mais ne vous faites pas de soucis, j'ai un préservatif. » Vous auriez des rapports avec eux? Et invariablement, la réponse est non. Et il serait évidemment plus facile de promouvoir ce que l'on appelle le préservatif, dont nous savons la manière dont il est utilisé, qui est un échec total. Dans quelles conditions arrive-t-il dans des containers? Comment ont-ils été gardés sous des rayons du soleil? Ils sont une quantité énorme et défectueuse. Ensuite, les uns et les autres les utilisent plusieurs fois, éventuellement les rincent. Les enfants s'en servent comme ballons. Ils sont abandonnés sur le bord de la route dans une décharge. De quelle manière respecte-t-on la personne quand on lie l'avenir de l'humanité à ce morceau de caoutchouc? Lorsque cette question des préservatifs a été soulevée, nous avons été soumis à une pression. On nous a dit « Nous ne prêchons pas la bonne solution. Les gens vont mourir. Les gens sont incapables de s'occuper d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas s'abstenir. La jeunesse ne peut pas attendre le mariage. C'est une génération différente. Nous ne sommes pas sur le terrain. » Mais nous avons répondu que nous étions bien sur le terrain. Vous savez, la vérité apparaît toujours en pleine lumière. Nous ne proposons pas des solutions éphémères ou pour 2 mois. La solution que nous proposons ne concerne pas uniquement le sida, mais également d'autres maladies.
En fait, la solution était l'éducation pour la vie et le programme de changement de comportement basé sur l'abstinence avant le mariage et la fidélité dans le mariage. Un programme qui, non seulement peut sauver des centaines de milliers d'Ougandais de la mort, mais toute l'Afrique. Éducation pour la vie a commencé en Ouganda, avec changement de comportement, avec sœur Myriam. Elle a elle-même diagnostiqué cette maladie aussi loin que 1982. À partir de ce moment-là, un autre médecin est venu et ils ont mis sur pied conjointement le programme Changement de comportement. Ils faisaient la tournée des écoles, alertant les étudiants sur l'existence de cette maladie. L'un des professeurs leur a dit « Nous voulons que vous fassiez autre chose. Vous nous parlez de cette maladie, mais vous ne nous dites pas comment la prévenir. » En conséquence, ils ont travaillé et mis au point Éducation pour la vie, changement de comportement. Sister Myriam Duggan, qui a vu une réalité sur le terrain de quasi 2 générations qui étaient en train de disparaître du sida et une foultitude de jeunes enfants orphelins dont les grands-mères ne pouvaient à peine s'occuper. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait absolument quelque chose à faire et il s'agissait de changer le comportement qui était davantage lié au respect et à la chasteté, au respect de l'autre, un autre regard sur l'autre qui était celui d'une personne et non pas d'une chose dont on pouvait se servir. J'ai visité les malades avec sœur Myriam Duggan. Au début, il n'y avait aucune structure. Nous travaillions dans des conteneurs. Comme elle était médecin, elle invitait du personnel médical à venir aider les victimes. Ils formaient des groupes de jeunes, hommes et femmes, qui aidaient les malades, lavaient leurs vêtements, les réconfortaient et leur parlaient. Lorsque l'on travaille avec des jeunes, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de la jeunesse. Et si vous leur donnez un idéal, une motivation appropriée et que vous les embarquez avec vous, ils font la plus grande partie du travail pour vous. Nous avons utilisé beaucoup de musique, de théâtre et de chansons pour faire passer le message. Une année, il s'agissait de faire briller une lumière dans le monde. Une autre fois, il était temps d'agir et de la manière dont ces jeunes gens pouvaient devenir un jour une lumière dans le monde d'aujourd'hui. Puis nous organisions un concours auquel toutes les écoles étaient invitées à participer. Alors ils se transmettaient les messages les uns les autres jusqu'à les mettre en œuvre. Et nous espérions qu'ils approfondiraient le message dans leur vie pour devenir ce qu'ils souhaitaient vraiment être. Les statistiques donnent une bien sinistre image de l'Afrique avec 4 millions de morts de tous âges depuis que le VIH, le sida, a été diagnostiqué en 1982. Cela inclut des enfants et des jeunes gens de moins de 18 ans. Le traitement d'un adulte coûte $200 par an, mais, dans ces conditions, seuls quelques-uns ont les moyens. Des centres comme TASO, The AIDS Support Organization, basé en Ouganda, apportent de l'aide aux victimes du sida. Nous avons des gens qui sont venus ici, ont fait le test des anticorps du VIH, qui sont positifs. Et s'ils acceptent, nous pouvons également les conseiller sur la manière d'utiliser ces remèdes, parce que nous leur fournissons également des services médicaux. Nous les conseillons également en matière de projets d'avenir, parce que la plupart du temps, lorsque les gens ont appris qu'ils étaient séropositifs, ils sont terrorisés et parfois ils meurent du stress et du manque d'espoir. Nous les encourageons au contraire à garder espoir dans l'avenir. TASO aide également les enfants dont les parents souffrent du sida en leur fournissant quotidiennement soins et nourriture. L'idée qui a présidé à la création de ce centre de jeu pour les enfants était d'aider les enfants à rester à l'écart de leurs parents, parce qu'il est réellement traumatisant de voir les parents se lever et avoir du mal à se coucher, être malades. Et les enfants voient la souffrance des parents,
Alors nous avons pensé qu'il serait bon qu'ils puissent jouer loin de leurs parents. Ils vont dans ce centre, mangent, reçoivent de la nourriture. Au moins ils ne dorment pas tout près de leurs parents. Mais parfois certains de ces enfants sont eux-mêmes infectés par le virus. Les enfants sont infectés lorsque leurs parents sont séropositifs, mais surtout quand leurs mères sont séropositives. Ainsi, un enfant peut contracter le virus VIH dans le sein de sa mère et la plupart l'attrapent pendant l'accouchement parce qu'il y a mélange des sangs. La plupart des enfants, en fait environ 60%, attrapent le VIH au moment de l'accouchement et un grand nombre, notamment dans les pays en voie de développement, sont contaminés par l'allaitement, environ 15%. Actuellement en Ouganda, la plupart de nos enfants ont été contaminés par le VIH par l'intermédiaire de leurs parents et ils ont grandi dans ces conditions. Il est difficile d'évaluer le nombre d'enfants ougandais infectés par le VIH. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont devenus les plus grandes victimes de cette épidémie. Le décès de leurs proches et de ceux qui leur sont chers, parents, grands-parents, marque souvent la fin abrupte d'une enfance à bien des égards trop courte. Les enfants, les orphelins, c'est notre bombe à retardement. Moi, à moi toute seule, j'ai 40 enfants. Je gagne près de $2000 par mois, mais ces 40 enfants sont quand même un poids, une charge pour moi qui gagne de l'argent. Que dire des pauvres hommes et femmes âgés qui vivent dans les villages et ne peuvent même pas gagner $1 ? Comment peuvent-ils s'occuper de ces orphelins ? C'est notre prochain défi. Si chaque famille d'Ouganda prenait à sa charge un seul de ses enfants, le problème n'existerait plus. Mais ce n'est pas possible, car parfois les conditions sont très dures. C'est pourquoi on peut voir 30 à 40 enfants dans une même chambre. Cela peut être très stressant, mais nous voulons croire que nous pouvons nous en sortir. En Afrique, la plupart des porteurs du virus VIH sont des femmes. Les jeunes filles sont très souvent infectées pendant un viol ou parce que, une idée largement répandue en Afrique, est que des rapports sexuels avec une vierge sont le meilleur remède contre le sida. Certains ont essayé de s'abstenir, tandis que d'autres disent qu'ils sont confrontés à de nombreux défis. Les filles racontent surtout que les hommes leur demandent constamment des relations sexuelles et que lorsqu'elles déclarent qu'elles sont séropositives, certains ne les croient pas. Parce que ces filles sont jolies, qu'elles sont en traitement depuis plusieurs années et qu'il est difficile de croire qu'elles sont positives. Donc c'est un défi auquel elles sont confrontées. L'un des messages clés pour ceux qui sont positifs est vraiment qu'ils essaient de ne pas contaminer une autre personne. En tout cas, c'est le message permanent. Je ne cesse de leur répéter que essayer de ne pas contaminer quelqu'un d'autre, c'est ce que tu peux faire de mieux pour ta patrie. Puis, pour ceux qui sont négatifs et qui en fait sont la majorité, nous les encourageons à ne pas avoir de relations sexuelles parce que le sexe comporte toujours un risque. Je suis séropositive. Je suis en traitement depuis 2001. Mes enfants sont négatifs. Au centre, il y a un groupe de femmes qui sont positives. Lorsque nous nous réunissons, ce n'est pas pour travailler, mais pour partager des expériences, parler de ce que nous traversons, et nous nous encourageons les unes les autres en nous disant que nous devons vivre pour nous occuper de nos enfants. Avoir le VIH, SIDA, ne signifie pas que tout soit fini. Vous avez l'espoir de vivre encore longtemps. Puis l'Ouganda est un pays très religieux. Nous avons la conviction religieuse que chacun de nous disparaît à un moment donné, mais pas par accident. Ainsi, le VIH-Sida ne peut pas vous pousser à mourir. Vous devez attendre le moment approprié, que votre heure soit venue de mourir. Ainsi, en attendant, si vous êtes malade, comme beaucoup, du VIH, vous devez vous rendre utile, vous devez conserver l'espoir.
Nous savons tous que nous devons travailler avec les gens qui vivent avec le VIH-Sida. Mais en même temps, si vous n'êtes pas suffisamment ouvert pour travailler avec ces personnes d'égal à égal, il est plus difficile pour les personnes infectées de se montrer au grand jour. Et si elles ne se déclarent pas, vous perdez une participation authentique et complète. Ceci était déjà un facteur important dans ce pays et continue d'être un aspect important de notre réponse au problème parce que le taux d'engagement, la taille et l'organisation des réseaux de gens vivant avec le VIH-Sida sont en augmentation. Le modèle familial africain, patriarcal et fréquemment polygame, ne contribue pas à la compréhension conjugale. La femme se retrouve souvent reléguée au second plan dans la famille. Le programme Éducation pour la vie vise à modifier cette réalité. Nous avons eu des contacts avec plus d'1 million de personnes, de très nombreuses personnes, parce que nous nous occupons de différentes catégories, dans différentes situations. Nous proposons principalement des programmes de prévention et de promotion. Ceci signifie que nous faisons de l'éducation à la vie de famille, qui comprend des compétences de vie, et que nous incitons les gens à avoir leur propre hygiène de vie et d'être ainsi immunisés. Puis nous avons des programmes d'éducation sur la sexualité, sur les problèmes de croissance et de population. Dans notre groupe de couples mariés, nous avons appris à parler à nos enfants. Nous laissions nos enfants à nos femmes parce qu'elles sont constamment avec eux. Mais lorsque nous nous sommes joints à ce groupe de couples mariés, nous avons appris qu'il est important de prendre du temps pour les enfants, car les deux parents ont quelque chose à leur dire sur leur développement pour leur éviter de contracter cette maladie ordinaire qu'est le sida. Je n'avais pas l'habitude de penser que le sexe était le lien qui nous unissait. Je le considérais comme une distraction. À cette époque-là, il en demandait, mais je ne pouvais y répondre. Mais après avoir participé à Éducation pour la vie, j'ai compris ce que c'était quelque chose de vraiment important dans la vie. Dans la culture africaine, nous croyons qu'il faut avoir plus d'une femme ou d'une épouse. Mais le séminaire Éducation pour la vie nous a révélé les dangers d'avoir plus d'un partenaire. Donc, si vous êtes marié, il est important de rester ensemble pour annuler ou réduire les chances de contracter le virus du sida. Un homme peut avoir 4 femmes et si l'une est malade, le sida affectera de la même manière les 4 autres femmes. Mais si vous n'en avez qu'une, il sera limité à une seule personne et plus tard, on comprendra que les couples mariés ont libéré la société du sida. Vous savez, mon propre frère est mort du sida. C'est pourquoi c'est quelque chose qui me concerne personnellement. Mon unique frère est mort, puis sa femme l'a suivi. Cela m'attriste beaucoup. Mais en même temps, je suis si heureux de voir des couples qui s'engagent et parlent du VIH au sein de leur famille et de ce qu'ils comptent faire. Même les statistiques indiquent que les gens commencent à s'ouvrir et nous travaillons avec des couples qui commencent à s'engager à ne pas diffuser le virus du sida dans leur propre couple et à être fidèles. Cela me rend si heureux de voir de nombreux jeunes gens témoigner de leur abstinence et de voir qu'ils font cela parce qu'ils pensent que c'est la bonne façon de vivre. En dépit d'une campagne concertée en faveur de la liberté sexuelle, le programme Éducation pour la vie, au bout de plus de 12 ans, continue à porter ses fruits parmi les jeunes gens. Je pense que les gens réalisent que l'abstinence et la fidélité basées sur des programmes valables donnent des résultats. Et c'est pourquoi les gens sont maintenant plus prêts à apporter leur soutien au type de travail que nous réalisons. C'est pourquoi je pense que cela constitue un pas dans la bonne direction. Des études montrent que le taux de prévalence a diminué parmi les jeunes, pas seulement à cause du préservatif, mais parce que les jeunes commencent à différer la satisfaction sexuelle immédiate. Nous commençons à constater que même les jeunes gens qui fréquentent l'université s'abstiennent. Nous venons de terminer un programme de formation pour des facilitateurs et l'une des questions était celle de leur propre combat pour l'abstinence. Dans la salle,
près de 75% des jeunes pratiquaient l'abstinence. Vous vous abstenez pour éviter le sida. Le sida se propage très rapidement et nous devons faire notre possible pour réduire le nombre de victimes du sida. L'abstinence est la meilleure méthode pour éviter le sida parce que les préservatifs ne sont pas tellement indiqués. Ils ne sont pas sûrs à 100% comme l'abstinence. Avec l'abstinence, vous êtes sûr que rien ne va affecter votre vie. Mais avec les préservatifs, vous ne pouvez jamais être sûr. L'abstinence est pour ma vie la meilleure solution, car elle me protège de la contamination par le VIH. Et bien entendu, lorsque vous vous abstenez et que vous savez que vous êtes vierge, vous êtes fier de vous. Vous savez, j'ai gardé ma pureté et je resterai ainsi jusqu'à ce que je trouve la personne adéquate avec laquelle je passerai ma vie. Je pense, en tant que gynécologue, et lorsque je vois les effets des autres maladies sexuellement transmissibles, étant obligée de les traiter, même si le sida n'existait pas, je prêcherai l'abstinence pour les jeunes, parce que nous savons que les jeunes contractent des infections chlamydiennes qui provoquent la stérilité. Et c'est la même chose avec la gonorrhée et toutes ces choses qui rendent stériles. Or, vous savez, en Afrique, nous ne pouvons pas avoir d'enfants après. Et cela est très difficile et source de conflits au sein du couple. En Ouganda, outre l'existence des programmes Éducation pour la vie et Changement de comportement, un nouveau programme destiné aux adolescents a été conçu, appelé Aventure illimitée. L'objectif principal d'Aventure illimitée est de préparer les enfants à une vie d'adulte responsable et consciente. De cette manière, une génération sans sida est en train de grandir. Ici, nous préparons ces enfants aux changements qui s'annoncent. Par exemple, les périodes de menstruation. L'enfant a ses règles, elle fréquente un enseignant masculin. Certains enseignants ne sont pas de confiance. Il arrive que l'enseignant abuse de l'enfant. Au lieu de penser que c'est une maladie, quand elle voit du sang et de courir partout, nous les aidons à vivre ces changements et à ne pas avoir peur. Nous essayons de les guider en leur expliquant ce qu'elles peuvent faire, parce que cela arrive tôt ou tard, et de leur donner confiance en elles. C'est un très bon programme pour les jeunes, disons de 10 à 12, 13 ou 14 ans, qui ne peuvent pas participer au programme Éducation pour la vie, parce que c'est plutôt à partir de 14 ans. Ainsi, ce programme aide les jeunes gens à respecter leur corps, à en apprendre plus sur eux-mêmes et à comprendre pourquoi ils doivent obéir aux parents et aux adultes. Lorsque nous étions en train de grandir, nos parents avaient le temps de nous parler. Maintenant, les gens doivent trouver à manger pour leurs enfants. Ils sont tellement occupés et en plus, ils ont honte de parler à leurs enfants. Donc, ceux-ci ont besoin de l'aide de quelqu'un. Quelqu'un qui doit se préoccuper de leurs droits et du bon développement de ces enfants. L'Ouganda est devenu l'un des premiers pays africains à afficher une baisse du nombre d'infections. L'Ouganda est le seul pays où les gens parlent aussi librement du VIH-Sida et de sexualité. Dans l'Église, nous avons eu ce que l'on a appelé « aime prudemment » et « aime fidèlement ». Toutes les parties prenantes étaient engagées. L'Église, les organisations religieuses, le gouvernement, la société civile, les différents organes du gouvernement. Nous devons faire comprendre à la population que ceci n'est pas la fin parce que la propagation de la maladie n'est pas enrayée. La continuité, le respect du traitement ne sont pas aisés. En conséquence, de plus en plus, la préconisation et la mobilisation de la société doivent continuer. Les jeunes qui arrivent à une époque où l'épidémie est faible ont besoin de plus en plus de soutien pour être conscients des dangers de l'épidémie, même si le nombre de personnes infectées diminue. C'est pourquoi nous devons rester vigilants et continuer le combat. Nous avons considéré le sida comme un problème social, économique et politique. Nous l'avons également vu comme un problème de développement.
Ainsi, chaque ministre a dû élaborer un programme de lutte contre le VIH et le sida. Dans mon ministère, par exemple, le Conseil national pour la jeunesse a mis sur pied un programme pour les jeunes. Le Conseil national des femmes a conçu un programme pour les femmes et les ouvriers disposent d'un programme sur leur lieu de travail. Nous interagissons également avec les enfants par le biais des écoles. Même les handicapés ont un programme pour lutter contre le VIH-Sida. Une récente étude que nous avons menée a montré que nous en sommes à 6,4%, ce qui est un bon résultat. Mais notre problème, maintenant, est l'arrivée sur le marché de médicaments, les antirétroviraux, AVR. De baisser la garde, sachant que c'est une maladie chronique avec laquelle on peut vivre, comme l'hypertension ou le diabète. Donc, nous devons persévérer. Les gens peuvent ralentir les campagnes, les interventions, et nous pouvons avoir une recrudescence du problème. Notre objectif, c'est 0%. J'aimerais juste que de nombreuses personnes adoptent ce programme et le crient sur les toits, depuis les toits. Et je suis convaincue que l'évolution de cette pandémie très spécifique ne sera pas modifiée avant que les comportements changent, et si les gens ne se tournent pas à nouveau vers Dieu. Je pense que si nous prenons ce chemin, nous constaterons que nous pouvons surmonter plusieurs des causes inhérentes à la diffusion du sida. J'en suis convaincue et j'ai vu tellement de personnes capables de changer de mode de vie pour un mieux et tellement de jeunes faire la promesse d'attendre jusqu'au mariage que j'ai bon espoir que nous gagnerons la bataille contre le sida.